Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité en France et éventuellement même à l'étranger avec les deux invités du jour, donc Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à RT, à BFM, dans de nombreuses publications, Atlantico également, et Dominique de Montvalon qui a été directeur du service politique et directeur du JDD, du Parisien et d'autres médias. Commençons avec vous, Dominique. On parle beaucoup de remaniement ministériel, enfin on parle beaucoup même de changement de gouvernement, changement de Premier ministre et de gouvernement. D'abord, pensez-vous que cette rumeur soit crédible? Et d'autre part, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, qu'il y ait un remaniement, c'est plus une rumeur, c'est une certitude. Ce qui est le point d'interrogation, c'est quelle en sera la nature et surtout l'ampleur. Et la première question en ce domaine, c'est de savoir si Édouard Philippe sera ou non reconduit. Il y a une façon de la part d'Emmanuel Macron de garder ses secrets, de ne pas se livrer, en tout cas de ne pas s'acoquiner avec les journalistes politiques comme ses prédécesseurs le faisaient souvent, avec certains d'entre eux du moins, qui fait que le mystère reste entier. Bon, enfin, je me lance... Je serais très étonné qu'Édouard Philippe ne soit pas reconduit sur d'autres bases dans les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui pour ce qui est présenté comme un nouvel élan. Il faudra, si c'est le cas, et je m'en tiens là, qu'il y ait des changements significatifs qui parlent aux Français dans la composition de l'équipe gouvernementale, peut-être dans sa structure, son mode d'organisation, et qu'il y ait aussi dans les têtes. On a par exemple du mal à imaginer, mais je ne sais pas, que la garde des Sceaux actuelle, le ministre de l'Intérieur actuel ne se voit pas proposer d'autres affectations. Vous voyez, je dis ça en termes diplomatiques. Quelle est votre opinion, Jean-Marc ? Écoutez, sur les remaniements gouvernementaux, j'en ai assez peu parce que j'ai peu d'expertise dans le domaine. Surtout si on applique au gouvernement les méthodes de recrutement qu'on applique dans l'entreprise, on n'arrivera pas au résultat qu'on a aujourd'hui. Je pense que pour changer une équipe et une gouvernance, il faut d'abord savoir pour quelles raisons on la change et dans quel but on la change. Alors les raisons qui font qu'on change une gouvernance dans la grande entreprise en général, c'est que les plans précédents ou les résultats précédents n'ont pas été à la hauteur des promesses ou de ce qu'on attendait, ou alors que les équipes ne sont pas forcément en mesure de préparer l'avenir. Je ne sais pas où est le bilan et je ne connais pas encore le bilan de l'équipe gouvernementale. Quant à savoir ce que l'on veut faire, je pense que c'est au président de la République de le dire et j'ai cru comprendre qu'il se livrerait à cet exercice au début du mois de juillet. Ouais. En ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, je pense que son sort est réglé. Il a commis quand même un certain... Il est réglé sauf à ses propres yeux, puisqu'il y a quelques jours, à la une du Parisien, et il a expliqué quel était, à ses yeux, le sens et les résultats de son action. Et il a clairement dit, ce qui est quand même très surprenant, je souhaite rester ministre de l'Intérieur. Et c'est ça ma vocation, de son point de vue, jusqu'à la fin du quinquennat. Mais quand il y a une usure s'il s'en va, il aura sûrement une autre affectation importante dans la Macronie et dans le système, dans l'organisation politique gérée par Emmanuel Macron au sommet. Mais il est quand même usé. Et puis on a deux graves problèmes aujourd'hui en France, que chacun ressent comme il l'entend, mais un problème d'autorité. Et puis, il y a un problème de police. C'est pas normal que les policiers, déposant leurs menottes symboliquement pendant quelques dizaines de minutes devant eux, presque chaque soir, un certain nombre d'entre eux se regroupent à tel ou tel endroit de Paris. Bon, c'est pas un scandale, ils restent républicains et ils remplissent leurs devoirs, mais c'est un signe, parmi d'autres, d'un malaise qui est quand même très grand et auquel n'est pas étranger Christophe Castaner. Oui, mais sur le bilan de l'action d'un certain nombre de ministres, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est absolument aberrant qu'on découvre un matin qu'il y a une armée parallèle de Tchétchènes qui viennent faire et remettre de l'ordre dans la ville de Dijon. D'ailleurs, les Dijonnais, certains d'entre eux que je connais, sont absolument ravis de cette situation parce qu'au moins l'ordre a été rétabli. Et on a le sentiment même que ça doit rendre service à la police, que le travail a été fait par d'autres qu'eux-mêmes. Donc il y a un problème de renseignement. Enfin, on découvre
découvre ça. Donc c'est vrai que c'est un problème d'expertise, de compétences, d'organisation. Non, il y a un autre problème au niveau du gouvernement, c'est le chef du gouvernement. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur a fait état de sa volonté de rester à son poste dans un quotidien, mais le Premier ministre avait choisi un hebdomadaire la semaine dernière pour préciser qu'il était très heureux à Matignon et qu'il entendait bien, si possible, y rester. Si j'en crois la rumeur, Nicolas Sarkozy, qui avait une certaine expérience en matière de nomination ou de non-nomination, dit toujours ne changez pas un ministre ou un Premier ministre qui a beaucoup d'autorité et beaucoup de notoriété, parce qu'il va être plus gênant pour vous à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le risque que Macron prendrait en changeant son Premier ministre, c'est effectivement de voir un Édouard Philippe prendre et ramasser une partie de la popularité et la monétiser quelque part. Dominique. Je partage tout à fait votre analyse. Il y a une phrase de l'actuel Premier ministre, qui sera peut-être toujours le Premier ministre dans quelques semaines, et qui était frappante, c'est le président, c'est habile. Le président sait ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Hein. Libre à chacun de l'interpréter comme il l'entend, mais enfin c'est une phrase lourde de sens. Il aurait, je parle de la part d'Emmanuel Macron, beaucoup de difficultés à gérer un Édouard Philippe fort de sa popularité et qui serait mis en dehors du gouvernement. Il catalyserait les espoirs et les frustrations de ceux qui veulent déjà penser à un après-Macron. J'ajoute, mais c'est un problème qui est propre aux démocraties modernes, c'est qu'on a une pénurie de personnalités. On a une pénurie d'experts qui sont aujourd'hui en appétence de pouvoir gouverner, d'être attirés par ce métier, qui est un métier épouvantable entre nous. Hein. Il y a très peu de gens très qualifiés qui voudraient le faire. Vous interrogez les ingénieurs de Polytechnique, ceux de l'ENA et tout ça, ils disent tout sauf le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est quand même une difficulté. Hein. Moi, j'ai connu, comme journaliste politique, si je parle au début, ça remonte à un certain temps. J'ai connu, si, mais je le revendique, hein, mais au moins c'est le prix de l'expérience. Quand on a de la mémoire, j'en ai. À l'époque, tout le monde avait envie d'entrer en politique, dans les grands corps, dans Sciences Po, l'ENA, etc. Le cabinet ministériel. Et ça s'est réduit considérablement. Et j'ai presque envie de dire, le mot est trop fort, faut presque, compte tenu du contexte, il faut presque être maso ou aveugle pour se lancer dans une carrière où les traquenards sont partout, y compris de la part des amis. Et le climat est délétère parce qu'on est pris tout de suite sous le feu des critiques de Twitter, de Facebook. La justice est au coin de la rue à tout moment pour vous chercher noise à tort ou à raison. Enfin bref. Vous êtes en permanence effectivement en risque de procès, soit en non-assistance de personnes en danger. Regardez le nombre de procès qu'il y a par rapport à la crise du coronavirus et la façon dont elle a été gérée. Mais vous êtes aussi en permanence sous l'œil des sondages, sous l'œil de l'Assemblée nationale, sous tout ça. Donc vos critères, vos critères les conditions qu'il faut pour rester au pouvoir sont très différentes de celles qu'il fallait pour accéder au pouvoir. Hein. Donc ça rétrécit complètement le champ des candidats. Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui y a actuellement au gouvernement, il y en a quand même certains qui tiennent bien la route. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Oui. Justement, parlons-en. Quelle est votre opinion sur le rebondissement de l'affaire Fillon avec les déclarations de l'ex-procureur disant qu'il s'agissait d'une affaire pilotée politiquement? On va voir ce que ça donne. Je dirais deux choses. La première, c'est que j'ai été sidéré, je ne suis pas, je crois, le seul, par les déclarations de l'ex-chef du parquet national financier, qui est maintenant aujourd'hui à la retraite. Enfin, ça ne date pas de si longtemps. Elle avait expliqué qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune pression, elle l'avait trop pété, si j'ose dire. Et là, brusquement, devant une commission parlementaire, il est vrai, sous la foi du serment, elle explique qu'elle a été victime de pression, de façon à la fois des paroles fortes et ambiguës. Pression venant de qui? Après, là, devant les mois, ça peut dire qu'elle a provoqué. Et aujourd'hui, ça continue. Elle explique qu'on a mal compris, que c'est pas ce qu'elle voulait dire, que c'était... Enfin, on croit comprendre qu'elle faisait allusion. Je suis peut-être un peu rétréci de dire les choses comme ça, aux relations extrêmement mauvaises qu'elle avait avec sa supérieure hiérarchique. La deuxième chose que je dis, elle est simple, ça ne va pas arranger l'image que se feront beaucoup de Français du monde de la justice, qui est un monde opaque et où ils ont l'impression que tout le monde n'est pas servi de la même façon selon le statut qu'on a. Voilà.
Maintenant, est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'affaire Fillon? Bon, on va le savoir vite. On va le savoir vite, mais celui qui, de mon point de vue, a d'abord perdu dans cette affaire, c'est d'abord, mais on ne va pas reprendre toute l'affaire, c'est d'abord François Fillon lui-même qui s'est quelque part battu lui-même. Mais tout ça n'est pas glorieux. Il n'est pas glorieux et pour beaucoup de citoyens n'est pas rassurant sur la justice française. On aurait attendu de Mme Éliane Houlette et de quelques autres un peu plus de sang-froid, un peu plus de recul et pour tout dire, un peu plus de hauteur. Oui, non, je n'ai rien à ajouter. Alors passons à l'économie maintenant, Jean-Marc. Passons à l'économie, aux perspectives. On nous avait dit pendant le confinement que ce serait la fin du monde, après le déconfinement, que ça ne reprendrait pas tout de suite, qu'il y aurait des millions de chômeurs en plus. Et vous confirmez cette estimation catastrophique? Non, c'est vrai qu'on pouvait faire une estimation assez catastrophique parce que la situation était catastrophique. Oui. Puisque le monde entier, au même moment, a décidé de se confiner. C'est-à-dire que pour lutter contre l'invasion du virus, elle a décidé de se barricader et d'arrêter toute circulation des biens, des services, des hommes, d'argent même, et donc par définition du virus. Le monde entier a à peu près réussi, puisque dans beaucoup de pays, on a réussi quand même à contrôler la circulation de l'épidémie, même si on n'est pas totalement sécurisé de ce point de vue-là. Mais il était normal que l'activité économique s'arrêtant, le PIB s'écrase dans la plupart des pays occidentaux dans des proportions considérables, puisque tout était arrêté. Les avions ne volaient plus, les bateaux ne transportaient plus, les usines étaient pour moitié ou pour les 2/3 arrêtées, et les gens restaient chez eux, soit à travailler, soit au chômage partiel. Donc c'est normal, il n'y avait pas de problème. Alors la question était de savoir comment ça pouvait repartir. Alors à partir du moment où l'hypothèque sanitaire était levée, et c'est ce qu'on a cru comprendre au moment du déconfinement, eh bien, on pouvait remettre en marche les bateaux, les avions, progressivement, les usines et le travail. On a réussi à remettre en marche un certain nombre de choses, et il se trouve que les choses repartent relativement bien, même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait craindre. Pour quelles raisons? Je crois qu'il y en a 3. La première, c'est que cette crise-là n'a pas détruit d'actifs de production, contrairement à une guerre où il y a des bombardements et où vous détruisez. Les usines n'ont pas été détruites, les machines n'ont pas été détruites, il suffit de tourner la clé pour que ça marche. C'est ce que l'on est en train de faire. Deuxièmement, on n'a pas détruit les contrats de travail. Dans la plupart des pays, on a maintenu les contrats de travail, ce qui fait qu'on a mis les gens au chômage partiel. Alors il y en a beaucoup qui sont en train de s'habituer au chômage partiel. Bon, ça c'est un autre problème. Mais les contrats de travail existent, donc les forces de travail. D'un côté, le capital, il existe, les forces de travail existent. Et puis troisièmement, je dois dire que les gouvernements, quoi qu'on dise et quoi qu'on les critique, se sont quand même bien comportés. Alors, les gouvernements qui avaient préparé ou qui s'étaient préparés à la pandémie ont moins chuté que les autres, par exemple les Allemands, donc ils redémarrent bien. Les pays qui s'étaient pas du tout préparés, je pense à la France, où il n'y avait ni masque ni test, ont chuté profondément, mais comme ils ont mis énormément d'argent pour soutenir la machine et pour faire en sorte que ça tienne, eh bien on sort du coma relativement en bon état, et on sort du coma relativement vite. Donc on est dans le schéma de la courbe en V, c'est-à-dire on chute profondément, mais on va redémarrer assez rapidement. On a touché le fond de la piscine. On a touché le fond de la piscine, on peut filer un coup de pied. Bon, maintenant, il faut que tout le monde accepte de filer le coup de pied, ce qui n'est pas gagné. C'est pas gagné, oui. Alors, pardonnez-moi, si, il va rester un problème, c'est que, comme dans toutes les difficultés, les gens qui sont encore malades aujourd'hui étaient malades avant. Et donc ces gens-là, ces entreprises-là vont avoir des difficultés. Donc on est en risque d'une vague de restructuration industrielle, donc de licenciement pour le mois de septembre ou le mois d'octobre, lorsque toutes les aides seront épuisées. Vous avez un certain nombre d'entreprises, je pense aux constructeurs automobiles, ils étaient malades avant. Je pense à Air France, ils étaient malades avant. Vous avez quantité de petites entreprises qui étaient malades avant et qui étaient sous perfusion jusqu'à maintenant. Ces gens-là, la vérité éclate à ce moment-là, et il faut bien voir les choses. Donc, vous savez, c'est Warren Buffett qui dit que lorsque la mer descend, eh bien, on trouve sur la plage tous ceux qui se baignaient sans maillot de bain. Mais ça c'est le bon schéma, et moi j'y crois, et en tout cas je souhaite de tout cœur qu'il soit vérifié, mais c'est ce que vous avez dit, ce n'est pas, contrairement à ce que pourraient imaginer certains encore aujourd'hui, le retour au statu quo ante. Non. C'est-à-dire que
on va garder la formule, un coup de pied au fond de la piscine, on remonte, peut-être plus vite qu'il était imaginable, mais pour un monde qui ne sera pas détruit, mais qui ne sera pas le décalque de celui qui prévalait avant. Donc ça va forcément tanguer. Ça va tanguer, d'autant qu'on va tirer un peu quelques leçons de ce qui s'était passé avant. C'est vrai que la dépendance d'un certain nombre de produits industriels, on va peut-être pouvoir l'éviter de façon à ne pas se retrouver piégé comme on s'est retrouvé piégé. Peut-être que l'on va faire un certain nombre d'efforts et écouter un peu plus tous les gens qui parlent de réchauffement climatique ou de lutte contre l'environnement, en se disant que cette mondialisation à marche forcée peut avoir aussi un certain nombre d'inconvénients. Mais ça ne va pas être la fin du monde et ça ne va pas être un changement radical de système. On a surtout besoin du système d'économie de marché parce que c'est une force de progrès et on a surtout besoin d'entrepreneurs parce que ce sont eux qui sont porteurs d'innovation et d'emploi. Mais les nombreux licenciements qui sont annoncés, est-ce qu'ils vont avoir un effet positif ou négatif? Les nombreux licenciements qui vont être annoncés, ils vont l'être dans des secteurs et dans des entreprises et dans des pays qui n'ont pas fait leur restructuration et qui ne se sont pas adaptés à la modernisation à laquelle nous sommes soumis, c'est-à-dire le digital, la mondialisation, les échanges internationaux et la prise en compte de la concurrence internationale. Et ces secteurs-là, on les connaît. Ça peut être l'automobile, ça peut être l'aéronautique, ça peut être dans la chimie ou mais on connaît, et peut-être dans les petites et moyennes entreprises. Mais ça, il va falloir le gérer. Et on n'a pas voulu le gérer depuis 10 ans, on va être obligé de le gérer maintenant. On était d'une certaine façon dans une société bloquée, quelque part. Perfusée. Perfusée. Mais quand on cite les secteurs que vous évoquez, c'est la traduction, c'est Renault, c'est Air France, enfin c'est pas rien. Donc autrement dit, on va les aider, ceux-là. On va les aider à changer. On va les aider à changer, à muter, etc. Mais bon, voilà, c'est une période qui va nécessiter d'avoir des nerfs d'acier. Mais politiquement, je veux dire, la situation sociale, est-ce que l'augmentation du nombre des chômeurs et de ce genre de situation précaire ne va pas influer sur le comportement? Je veux dire, est-ce que ça ne va pas entraîner un renouveau des manifestations générales, comme pour les retraites, comme les gilets jaunes? Je vous dirais, entraîner à nouveau des manifestations, enfin, on est sur le régime de la manifestation permanente depuis... ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'y habitue, ni que tout ça est tout à fait sain et normal. Tout le monde se demande dans le monde politique, opposition quand elle est raisonnable et les responsables de la majorité, comment on va à la rentrée sortir véritablement de ce qu'on pourrait appeler le confinement politico-économique. Comment ça va se passer? Alors il y a les pessimistes, il y a les réalistes, je ne veux pas dire les optimistes, mais c'est vrai qu'en ce sens, je ne ramène pas ça sur le terrain politique, mais en ce sens, les décisions en dehors des questions de personnes, elles ne sont pas négligeables, surtout s'il s'agit du Premier ministre, en dehors des questions de personnes, les choix que va être amené à faire le président de la République et la façon dont il va s'efforcer de le vendre aux acteurs sociaux, pas seulement à l'ensemble des Français, mais aussi aux acteurs sociaux, c'est un rendez-vous, là, c'est les 3 semaines qui viennent, c'est un rendez-vous capital. Il faut que quelque part, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il faut que quelque part, il soit compris, il soit suivi par une partie de ceux qui l'auront entendu, et que ne s'ouvrent pas de nouvelles brèches. C'est vrai. Là, on ne sait pas. C'est comme ça dans la vie d'un pays. On est dans une phase de transition entre deux mondes et on va voir. Oui. Vous savez, jusqu'à maintenant, le président de la République, il a quand même acheté beaucoup les populations, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, les retraites et le Covid. À chaque fois, il a tiré un chèque. À chaque fois, on a augmenté l'endettement public. On a vraisemblablement, il s'en est d'ailleurs un peu vanté à la télévision il n'y a pas très longtemps, pour le Covid, mis à la disposition de l'économie et du système à peu près 500 milliards, ce qui est considérable. Mais tous les pays européens ont fait à peu près la même chose. Et le montant de la dette aujourd'hui représente à peu près 120% du PIB. Nous sommes en limite de faillite. Comptablement, nous sommes en limite de faillite. Mais il faut faire attention aux chiffres. Nous sommes à 120% du PIB parce que le PIB s'est écrasé.
Mais quand le PIB va remonter, c'est-à-dire le niveau d'activité va remonter, le dénominateur de la division, là, il va remonter aussi. Et le pourcentage, vraisemblablement à la fin de l'année, si la reprise économique, si la reprise d'activité fonctionne, eh bien, on va revenir à une situation gérable de 100% à peu près du PIB, ce qui nous permettra de respirer et de ne pas avoir de crise de la dette. Je ne crois pas qu'il y aura une crise de la dette pour cette raison-là. Par ailleurs, on a des risques sociaux, c'est vrai, mais il va falloir gérer autrement. Il faut absolument prouver que l'activité économique peut reprendre. Si vous avez une activité économique qui reprend, à ce moment-là, vous aurez des recettes. Alors, de ce côté-là, il faut retrouver la confiance, et c'est ça qui est compliqué, faire en sorte que les gens retravaillent, et puis éviter les rapports sociaux. Je passe sous silence le risque sanitaire qui n'est pas à écarter, et qui dépend essentiellement du comportement individuel des populations. Et ce comportement individuel des populations, il ne dépend pas des obligations qu'on leur donne, mais il dépend de la conviction qu'ils ont que ce qu'il faut, c'est de se protéger et de protéger les autres. Il y a bien des questions et quelques motifs d'inquiétude, en tout cas de perplexité. Moi, je mentionnerais sous votre contrôle un motif d'optimisme, c'est le rapprochement concret franco-allemand. Bien sûr. C'est quand même de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça a été pas tellement dans les médias français, ça a été peu souligné, à tort, à mon avis, mais c'est un point absolument central. Non, mais bien sûr, c'est bien pour ça que ça nous permet d'échapper à ce piège de la dette. La dette, elle est supportée aujourd'hui par la Banque centrale, elle est supportée par l'espoir et la promesse d'un retour d'activité, mais elle est aussi réassurée par la mutualisation de la dette entre les Européens. Et ça, c'est un tournant énorme parce que ça permet aux termes comptables et termes financiers de pouvoir continuer à s'endetter à 0%. C'est une garantie formidable. Les emprunteurs, c'est l'épargnant qui paye la dette quand même, quelque part. Nous, épargnants, caisse d'épargne, assurance vie, tout ça, on accepte de donner notre argent à 0% ou à 1%. Donc on a confiance. Et puis l'autre facteur de confiance, c'est très certainement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la reprise d'activité dans des pays comme la France, qui commence, dont on voit bien qu'elle commence à frémir et qu'elle va s'accélérer. Et si la consommation repart, est-ce que ça a une grande incidence vous avez trois moteurs. Vous avez la consommation. La consommation ne peut que repartir parce qu'il y a énormément d'argent qui a été stocké dans les caisses d'épargne. Et si cet argent qui est stocké dans les caisses d'épargne, qui doit représenter 80 ou 100 milliards, ne va pas dans la consommation, consommation qui n'a pas existé depuis 3 mois, ne revient pas dans la consommation, je vous assure que l'État, il va s'apercevoir qu'il y a de l'argent là, il montrera un impôt pour ça. Il n'est pas fou. Donc il faut que ça revienne dans la consommation. Le deuxième moteur, c'est l'investissement. Puis le troisième moteur, c'est l'exportation. D'où la nécessité d'un climat. Si jamais, ça dépend, ça ne se commande pas et ça ne dépend pas uniquement du chef de l'État, mais s'il est capable de créer, pour la part qui lui revient, un nouveau climat, moins angoissé et avec des perspectives dynamiques, ça entraînera des conséquences économiques. J'ai trouvé assez curieux cette annonce du gouvernement de supprimer des lignes de transport aérien entre Paris et Bordeaux, entre certaines capitales, à partir du moment où il y avait le train, ou d'envisager. Quel est l'intérêt de ce genre de... Je pense que c'est un intérêt politique pour les personnels d'Air France, c'est un intérêt politique pour tous ceux qui estiment qu'il faut... que l'avion est peut-être un peu condamné à l'époque que nous vivons. Vous savez, il existe des courants écologiques en France assez puissants et assez radicaux, qui sont prêts à nous interdire un certain nombre de choses. Vous les avez vus sortir de cette convention citoyenne. La suppression ou l'éventualité de la suppression, moi, je trouve que c'est effectivement de la politique interne. Ça donnera des idées à des concurrents étrangers qui viendront s'installer sur le marché si on leur laisse libre les canaux d'utilisation. Est-ce qu'on peut les empêcher de venir s'installer en France ? Ça me paraît difficile, vous savez. On n'empêche pas les consommateurs et les clients de fonctionner. Ce sont eux qui décident. Mais on peut éviter de partir dans cette folie. Ça, c'est autre chose. Oui. Et quelle est votre opinion sur les conclusions de la Convention citoyenne, Dominique de Montvalon ? J'ai trouvé ça intéressant, sympathique, j'admets que sympathique a un petit côté paternaliste. Je suis agacé quand même au bout du compte devant l'écho que je trouve politiquement et psychologiquement démesuré qui est donné aux travaux
certes intéressant, je l'ai dit, mais de 150 citoyens, puisqu'on dit ça comme ça, on doit dire citoyens, les autres le sont aussi, qui ont été tirés au sort, accompagnés d'experts, on ne sait pas qui les a vraiment choisis, etc., qui les ont drivés, comme on dit en mauvais français. Donc voilà, c'est intéressant, mais ça commence à devenir assez fortement, du moins de mon point de vue, ambigu. Et vous, Jean-Marc Sylvestre? Oui, c'est pas sérieux. Je plus cash, moi je trouve ça désolant. Si, c'est sérieux. Ça reflète une partie des opinions publiques. Je trouve ça désolant. Ce qui est en arrière-fond, si c'est soutenu par une partie de la population française, je crois que c'est incohérent avec nos objectifs et nos valeurs. C'est-à-dire que tout se résout à des phénomènes de régulation, de contrôle et d'interdiction. Tout se résout principalement par la décroissance. Et tout ça traduit finalement une espèce de nostalgie du confinement. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, on ne travaillait pas beaucoup, mais on ne polluait pas. Donc les écolos étaient plutôt contents de cette situation. Ce n'est pas la solution, parce qu'il faut bien payer de quoi vivre et de payer son loyer. Donc je pense que le plus embarrassé dans cette affaire va être celui qui a créé et pris l'initiative de cette opération, c'est-à-dire le président de la République. Enfin, l'idée qu'avec une convention de ce genre, les voix des électeurs écolos radicaux, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a, tout le monde est un peu écolo, mais enfin, reviendraient en soutien de l'action du président de la République, c'est pure illusion. J'ose croire que ce n'est pas ça le calcul. Mais la désignation des personnalités par tirage au sort, ça me paraît quand même absolument pas scientifique. Ça ne garantit rien. Ça. Non, vous savez qu'il y a eu une chose bizarre. Il devait s'inscrire sur des listes. On n'a pas connu les listes. Hein. Il y a eu tirage au sort. Et dans le premier tirage au sort, qui a-t-on vu sortir comme nom inattendu? Daniel Cohn-Bendit. Il avait le droit de s'inscrire lui aussi. Bon, alors on l'a écarté parce que c'était... ça s'est passé... C'est pas... Bon, vous avez été très sévère. Je choisis, au prix d'un certain effort, d'être un tout petit peu plus mesuré, mais quand même, il y a eu une OPA des groupes écolos et parfois très radicaux sur une convention climat qui a donc été gérée pendant quelques semaines par des experts et 150 citoyens tirés au sort. On a le droit quand même de se poser quelques questions. Je pense que c'est encore autorisé dans la démocratie française. Mais ces mêmes citoyens qui ont été tirés au sort dans un échantillon, a-t-on dit, représentatif de la population française. Donc on peut imaginer qu'ils étaient représentatifs de la population française. C'est ce que j'ai compris. Enfin, mais il fallait s'inscrire quand même pour être tiré au sort sur une liste. Ce n'est pas les listes électorales. Je connais. Ça change rien. Eh bien, restons-en là parce que l'heure s'est écoulée, enfin la demi-heure est écoulée. Donc je vous remercie pour votre participation à cette émission et je vous dis à bientôt, Dominique de Bonvallon et Jean-Marc Sylvestre. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, et à bientôt.